On a tous, un jour ou l'autre, rêvé de l'Australie, que ce soit pour aller faire du surf à Surfers Paradise, d'aller visiter Darwin ou Kakadu, ou d'aller encore du côté de Sydney et son opéra, du côté de Melbourne, du côté de Perth, d'aller visiter Uluru au coucher du soleil. On en a tous rêvé, et pourtant, on est encore peu à l'avoir fait. Ironiquement, il y a beaucoup de gens qui semblent aller en Australie, mais il y a encore beaucoup de voyageurs qui n'y ont jamais mis les pieds. Avec Cédric du site Australia Australie, que vous devez absolument connaître si vous vous êtes un jour intéressé à l'Australie, nous avons parlé d'une partie de l'Australie. Alors bien sûr pas de tout, c'est un continent, c'est énorme, mais on a déjà ébauché une partie du pays, notamment en passant de Perth à Sydney, puis on a pris Uluru avec le centre rouge, on est monté sur Darwin, on a visité Kakadu, et puis on a parlé un peu de l'Australie, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire, comment sont les gens, qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y fait. Bref, un premier document sur l'Australie assez complet finalement, qui va pouvoir déjà vous donner envie d'y aller. Le soleil n'est pas encore vraiment là dans nos contrées, alors que là-bas il fait déjà chaud et que les gens se baignent. Bref, je vais pas faire une intro plus longue, il y a d'autres petites informations sur VoyageCast à la fin du podcast, mais je vais pas vous saouler avec ça à présent. Donc tout de suite, place à l'interview avec Cédric. Voyagez avec nous, c'est un pur plaisir. Prenez le temps, prenez le soleil, on est sur VoyageCast et on adore ça. 16 spéléologues et 50 autres personnes ont descendu à peu près 1 tonne d'équipement à presque 2 km de profondeur sous la croûte terrestre sur une période de 5 semaines. Waouh, je sais maintenant comment Carl dépense son argent. Ouais, dans une passion pour milliardaires. C'est extraordinaire. Ah, et voici enfin l'équipe souterraine. Et quelque part là-dessous, il y a une issue. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis avec Cédric aujourd'hui. Salut Cédric. Salut Jonathan. Alors tu nous parles depuis Saints qui est près de La Rochelle, si j'ai bien prononcé. Près de La Rochelle. Hein. Voilà, exactement. Et aujourd'hui on va parler d'un pays lointain et qui fait rêver à la dimension d'un continent, c'est l'Australie. Alors quel est ton contact avec l'Australie et pourquoi tu y es allé ? L'Australie, j'y étais en 2005-2006, j'y étais pendant 1 an. C'est un pays qui m'avait toujours fait rêver, qui m'avait toujours attiré. Le lointain, un peu inconnu, c'est un pays qu'on connaît au final assez peu, alors de plus en plus maintenant quand même. Il y a eu l'ouverture d'un visa qui permettait d'y aller 1 an, et du coup j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris mon sac à dos, je suis parti. D'ailleurs, j'en profite juste pour les auditeurs, le Working Holiday, ce pass dont parle Cédric, on va en parler beaucoup plus en détail avec quelqu'un qui l'a fait aussi comme lui et qui se trouve en Australie maintenant. Ce sera dans quelques mois, je peux pas vous dire exactement, mais on va en parler plus précisément parce que ça vaut bien le coup d'en parler toute une émission. Alors, toi, tu es parti plutôt du côté ouest, si j'ai bien regardé. C'est ça, oui, je suis arrivé à Perth, ouais. Voilà. Alors déjà, première question, pourquoi ça ? Parce que moi, quand je regarde, il y a quand même beaucoup de choses à l'est, il y a Surfers Paradise et tout, Brisbane, des endroits qu'on connaît tous, on a tous envie d'y aller. Mais l'ouest, ouais, pourquoi ? C'est vrai, alors la côte est, c'est vraiment le secteur très très touristique en Australie. Moi, j'avais fait le choix de Perth un petit peu par contradiction, parce qu'à l'époque, tout le monde arrivait sur Sydney et Brisbane. Le côté grande ville et côté un peu trop touristique m'attirait pas forcément, et j'avais vu en fait qu'à l'ouest, l'ouest semblait très sauvage, et c'est vraiment ce qui m'a attiré, et j'ai eu aucun regret là-dessus. Ouais, Perth, qui est donc quand même une très très grande ville, située au bord de la mer. Est-ce que c'est une ville intéressante comme ça à y aller en tant que touriste, justement, si on vient la première fois en Australie ? La ville de Perth en tant que telle a rien d'exceptionnel, c'est une très grande ville qui fait 1 800 000 habitants, il me semble. Il n'y a pas vraiment de choses à y voir. C'est une ville qui est très récente en fait, donc le côté historique est pas vrai, est pas très présent. C'est les alentours par contre qui sont vraiment très très intéressantes sur Perth. Ok, d'accord. Alors justement, alentour. Alors quand on dit alentour en Australie, il faut toujours se méfier, hein, parce que c'est à quelques centaines de kilomètres, et c'est toujours les alentours d'une ville. Hein, c'est pas comme en France. Alentour, voilà, on en parle en centaines de kilomètres, effectivement. Voilà, donc se méfier, c'est pas forcément le truc que vous pourrez faire en excursion pendant une journée. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, justement, qu'est-ce qui te vient la première chose à l'esprit près de Perth, justement ? Près de Perth, je conseillerais surtout le sud-ouest. Donc du Western Australia. Donc Perth se situe dans le Western Australia, dans le sud de l'État. Et toute la partie sud-ouest en fait offre différents panoramas entre bush, plages de sable blanc et grandes forêts de kauri, des arbres qui culminent à 90 mètres pour certains.
Il y a des possibilités de voir des dauphins à Bunbury. Il y a une grande région viticole sur Margaret River, dont des spots de surf qui sont très très connus sur le secteur. C'est une région en fait avec une multitude de facettes. C'est une boucle qui permet de voir beaucoup de choses. On avait parlé juste avant de Shark Bay. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, à quoi ça ressemble? C'est près, sauf erreur, d'une barrière de corail, parce il y en a une qui est vraiment très connue, plutôt du côté de Brisbane, donc complètement de l'autre côté du pays, mais il y en a une aussi de ce côté-là, dans l'ouest. Tout à fait, ouais. Alors là, on part tout à fait, par contre, on repart vers le nord, vers Ningaloo Reef, qui se situe à peu près à 1200 km au nord de Perth. C'est la deuxième barrière de corail australienne qui est très très peu connue et pourtant qui mériterait d'être connue parce qu'elle est beaucoup plus accessible que sur la côte est, puisque on peut y aller à pied, tout simplement. Enfin, on peut rentrer dans l'eau en fait et en faisant quelques mètres pouvoir observer le corail, ce qui est assez exceptionnel. Le récif doit se trouver à une centaine de mètres, ce qui est rien du tout. Ouais, c'est génial, hein. Du coup, c'est un peu comme aux Maldives, hein. Tu plonges et tu peux tout de suite voir des trucs superbes. Voilà, on peut tout de suite profiter, oui, du corail, un endroit aussi où on peut trouver le requin-baleine. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à observer. Pour Shark Bay, par contre, ça se situe un petit peu plus bas. On est à 800-900 km au nord de Perth. Et là, il est possible d'observer des dauphins à Mont Kemia. Il y a le François Perron National Park, qui est un parc national magnifique qui se situe sur la côte. Donc sur cette partie-là du pays, à 800-1200 km au nord, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. D'accord, plutôt marin. Est-ce que le tourisme est vraiment bien développé là-bas? On peut facilement peut-être louer des bateaux pour aller voir des dauphins ou pour aller plonger? Le tourisme jusqu'à Ningaloo Reef, oui, est assez développé. C'est plus récent que sur la côte Est. Donc c'est un petit peu moins anarchique, je dirais, au niveau de la côte Est. En fait, on va se retrouver avec quelque chose qui est très bétonné, avec des villes comme par exemple, tout à l'heure, tu me parlais de Surfer Paradise. Là, on a vraiment les buildings qui sont posés sur la plage. Sur la côte ouest, c'est pas du tout le cas. On a vraiment gardé un côté très très naturel et en plus, il n'y a pas de grandes villes en fait sur toute cette partie-là qui remonte vers le nord. Ok, ça sonne bien ça. D'ailleurs, pour aller observer les dauphins, alors on en a parlé un petit peu avant, tu peux y aller en bateau ou alors tu peux carrément leur donner à manger, si j'ai bien compris. À Monkimia, oui, tu peux les observer en fait en bord de plage. Alors c'est quelque chose qui est très encadré avec les rangers, donc on peut effectivement, oui, leur donner à manger. C'est comme on avait discuté, c'est vrai que c'est une expérience qui peut être intéressante, mais qui est quand même particulière parce on baigne vraiment quand même dans un groupe de touristes là pour le coup. Il y a moins le côté un petit peu aventure. Voilà, c'est ce dont on parlait un peu avant et dont on parle assez souvent sur VoyageCast. Il y a des trucs sympas à faire. Est-ce que c'est bien de les faire ou non? Ben, de toute façon, c'est chacun qui le décide. Alors, c'est vrai que ça peut être sympa d'aller voir les dauphins comme ça, mais ça fait peut-être un petit peu trop touristique pour certains. Je sais que certains voyageurs n'aimeraient pas ce type de choses. Et à ce tarif-là, ben, pourquoi pas l'observation depuis les côtes ou alors de prendre des bateaux et puis d'aller l'observer. Alors, bien sûr, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut prendre un bateau, le louer pour la journée pour aller voir les dauphins et rien voir du tout. Mais bon, c'est un peu le risque, hein, c'est la nature, quoi. Alors voilà, après c'est le risque. C'est vrai que c'est une observation qui peut être beaucoup plus sympa et agréable, mais c'est vrai qu'après il y a le facteur chance qui rentre en ligne de compte. Voilà, et quand on part 3 semaines en Australie, c'est déjà énorme comme pays. On n'a pas forcément le temps de prendre une journée par excursion. J'allais dire, ouais, les personnes qui partent, oui, en 2-3 semaines comme ça en tourisme, c'est vrai qu'ils ont en général des agendas qui sont très 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 serrés du fait de la taille du pays. Ouais. Alors, si j'avais un agenda très serré, moi j'irais quand même voir les Pinnacles. Parce que ça, c'est énorme. Alors, tu peux nous dire ce que c'est et où ça se trouve par rapport à Perth? Alors les Pinnacles, c'est un des sites qui est les plus accessibles en partant de Perth, on doit être à 2h30, 3 heures de route à peu près. C'est un parc en fait assez surprenant puisqu'il se situe en fait en bord de mer. C'est une partie en fait c'est un désert, les Pinnacles, qui se trouve dans le parc national de Nambung. On retrouve du sable en fait et des pierres calcaires qui sortent de terre. Ça fait comme une grande série en fait de monuments à observer. Alors certains sont assez énormes, hein, parce que si on met une voiture à côté, la voiture paraît un petit peu ridicule. Et c'est un parc qui se visite assez facilement de Perth. Ça, on peut le faire par contre sur une journée.
Pour donner une image un peu, moi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est les plaines de Tatooine dans Star Wars, hein. Alors, ça fait un peu geek comme, Il y a un peu ce côté-là, oui. sympa. Il y a des forêts aussi. Il y a des grandes forêts, oui. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc sur la partie sud-ouest, donc au sud de Perth, les grandes forêts de Karri, ça c'est vraiment ça c'est une des parties du pays que j'ai vraiment préférée. Les grandes forêts de Karri, donc qui montent, comme je disais tout à l'heure, pour certains à 90 mètres, où il est possible de faire beaucoup de choses. Il y a, alors par exemple, il y a ce qu'on appelle la vallée des géants, The Valley of the Giants, qui permet de se balader entre les arbres. Donc c'est un parcours qui est aménagé en fait dans la forêt sur des structures métalliques, qui te permet de donner un point de vue en fait en prenant de la hauteur justement pour apprécier à sa juste valeur toute cette forêt. Et c'est assez impressionnant, ouais. Enfin, surtout la hauteur en fait, qui tout de suite 90 mètres, on se sent petit à côté. Ah, tu m'étonnes. Et alors, du côté pratique, là, on a vu un peu les choses à visiter. Est-ce que c'est facile de trouver un hôtel à Perth? Comment on fait? Parce que toi, tu m'as dit que t'es parti par là-bas avec seulement ton sac à dos. Est-ce que tu as pu t'arranger facilement? Alors très honnêtement, j'avais bien organisé mon voyage, mais pour autant, j'avais pas réservé d'hôtel ou d'auberge à l'arrivée. Donc je l'ai fait en sortie d'aéroport. C'est très simple de trouver un logement quand il s'agit des auberges de jeunesse, puisqu'il y en a un petit peu partout. Donc on peut vraiment voyager très très simplement. Chaque ville a une auberge quasiment en Australie, donc c'est très très simple. Et après, il y a vraiment beaucoup d'hôtels un petit peu plus classiques sur Perth, puisque c'est aussi une des régions très touristiques d'Australie. Alors, après, en partant de Perth, tu as fait un voyage en train jusqu'à Sydney. Alors, tu peux nous dire combien de temps ça dure? Alors, j'ai pas été exactement jusqu'à Sydney. En fait, j'ai pris l'Indian Pacific en partant de Perth jusqu'à Melbourne. Donc, c'est un trajet d'à peu près 3500 km à travers tout le sud du pays et en passant en fait dans toute la partie désertique de la Nullarbor Plain. C'est un voyage qui dure 54 heures pour ce qui est de Perth-Melbourne. Donc, c'est un voyage qui est quand même très, très, très long. C'est vraiment à faire pour le trip, pas pour L'avion est beaucoup plus rapide en fait. En avion, il te faut 3-4 heures en fait pour faire ce trajet. Donc là, il faut vraiment le faire dans le sens du trip. Ouais, donc là, c'est aussi réservé aux touristes qui vont passer, aux voyageurs qui vont passer plus d'un mois là-bas, parce que sinon, on perd. Honnêtement, je le déconseillerais à un touriste, puisqu'on va y perdre du temps et ça va pas forcément vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Au point de vue observation, c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant de traverser en train toutes ces étendues désertiques. Pour un voyageur qui a le temps, c'est une très bonne expérience, puisque c'est rempli de jeunes qui voyagent avec leur sac à dos. Donc tu te retrouves en fait le soir, nous on se retrouvait dans des wagons lounge aménagés avec des banquettes. Et là, il y avait plein de jeunes, ça jouait de la guitare, il y avait une ambiance qui était vraiment sympa, ce qui a fait que ce voyage-là était assez inoubliable. Pour un touriste, après, ouais, je pense qu'il vaut mieux prendre l'avion et conserver la disponibilité en fait pour faire des sites un petit peu plus sympas quand même. Ok, mais moi, dans ma tête, en tout cas, ça sonne bien cette histoire. Je voyage beaucoup en train et j'aime bien ces voyages en train. Toujours l'occasion de méditer, d'écouter de la musique tranquillement, en voyant des beaux paysages. Et puis, on n'a pas les problèmes de la route. Enfin, c'est pas mal. D'ailleurs, tu peux manger sur le train ou tu dois ramener tes provisions, un truc comme ça? Alors tu peux acheter à manger sur le train, c'est assez cher quand même. Comme bon, ça c'est bien souvent le cas de toute façon dans ces transports-là. On peut emmener à manger. Il faut faire attention par contre, puisque en passant du Western Australia au South Australia, donc on change d'état, il y a certaines règles qui s'appliquent. Donc par exemple, tu pourras pas emmener de fruits, il faut les jeter avant. C'est une protection en fait pour éviter en fait de faire passer certaines bactéries, ou alors je sais pas exactement en fait. Là, j'aurais pas la réponse à te donner exacte. Enfin, je m'en rappelle plus en tout cas. Mais il y a certains fruits, certains aliments qu'on peut pas transporter de l'autre côté de l'État. Ah, là, c'est même pire parce que tu traverses 3 États en tout. Alors si tu vas jusqu'à Sydney, oui, tu traverses 3 États. Oui. Moi, tu fais 4200 km à peu près en train. Oui. Mais sauf erreur, quand tu vas en avion en Australie, tout ce qui est fruits, tout ce qui est... Enfin, entre beaucoup de pays, c'est possible, mais l'Australie semble être vraiment, vraiment très protectionniste de ce point de vue-là. Il faut Oui, vraiment oui. rien porter de périssable sur soi. Non, 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 non. Même en colis, tout ce qui est colis postaux, ils vérifient beaucoup. Oui. Donc il faut faire très attention à ce qu'on emmène. C'est vrai qu'ils sont vraiment très, très attentifs à ce côté-là.
Alors ensuite, tu arrives à Melbourne, dans l'état de Victoria. Alors là aussi, une très grande ville, encore au bord de la mer, mais qui semble, en tout cas sur Google, beaucoup plus verte que Perth. Tout à fait, oui, oui. Melbourne c'est une ville qui est assez étendue. Bon, ça, c'est valable pour toutes les villes australiennes, hein. Les centres ne sont pas forcément très très importants. L'hypercentre n'est pas vraiment très important, mais les banlieues sont gigantesques en général. Melbourne, c'est une ville. Le centre-ville est très vert et assez étendu quand même par rapport à. Je trouvais plus étendu qu'à Sydney, enfin un petit peu plus aéré, disons. Le côté sympa de Melbourne aussi, c'est que c'est une ville qui est très cosmopolite, qui rassemble beaucoup de populations différentes du fait des différentes phases d'immigration au niveau du pays. Et il y a une richesse culturelle qui est très importante. On l'appelle un petit peu, enfin Melbourne, c'est un peu la ville européenne d'Australie, quoi. C'est tellement multiculturel qu'on y retrouve vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est depuis Melbourne que tu vas en Tasmanie. Alors toi, tu n'y as pas été, on va donc pas en parler, on va peut-être le faire dans un prochain podcast, mais c'est aussi le point d'où tu prends le ferry. C'est à partir de Melbourne, oui, des environs de Melbourne, qu'on prend le ferry pour pouvoir partir en Tasmanie, ouais. Alors Melbourne, très intéressant d'y aller ça par contre, parce qu'il y a quelques belles choses à faire depuis là, et notamment La Great Ocean Road. Voilà, tu le fais tellement bien que je vais te laisser te dire. Alors ça aussi, c'est tout le monde te dira, si tu vas en Australie, tu dois le faire. Alors est-ce qu'effectivement, c'est une route qui est intéressante à faire? En partant de Melbourne, c'est très accessible, puisqu'on est, enfin très accessible. On raisonne toujours hein, avec nos centaines de kilomètres. Donc c'est à la sortie de Melbourne, à 200-300 km, vous commencez à rentrer sur la Great Ocean Road. C'est une route en fait qui longe la côte, toute la côte sud de l'État pour repartir sur l'État voisin et vers Adélaïde dans le sud de l'Australie. Cette route-là, en fait, suit des falaises qui sont déchirées par les vagues. C'est vraiment une côte. La côte est vraiment magnifique. On a un sentiment de grandeur avec ces falaises. Le côté très sympa de la Great Ocean Road, c'est surtout en fait l'arrière-pays où il y a beaucoup de parcs nationaux le long de cette route-là. C'est dommage en fait de suivre la route et de regarder uniquement vers la mer. Il faut tourner un petit peu la tête vers la droite. Il y a des très très beaux parcs nationaux où d'ailleurs on peut observer des koalas à seulement quelques mètres dans certains endroits. Oui, d'ailleurs, j'avais une petite demande à faire. Je souhaite qu'on ait des koalas en Suisse aussi. Parce que nous, quand on va se promener en forêt, on n'en a pas. On n'a même pas de singes, on n'a rien. Donc, si quelqu'un peut faire quelque chose pour ça, j'aimerais bien qu'on ait des koalas. Merci hein, pour ceux qui nous écoutent depuis l'Australie. Adopter un koala. Voilà, j'attends vos paquets. Je peux vous communiquer mon adresse privée. Voilà, c'est juste pour dire une bêtise. Très intéressant. Alors, du coup, ouais, on en parlait un peu. La faune et la flore. Est-ce que tu es obligé d'aller dans des parcs, dans des zoos en fait pour en voir ou est-ce qu'il y en a vraiment partout? Parce que voilà, koala, kangourou et tout ça, ça gambade partout en fait. Alors les zoos, c'est vrai que moi je les déconseille absolument parce qu'en Australie, on peut tout à fait observer en fait que ce soit des kangourous, des koalas. Dans la nature, on peut les observer assez facilement. Alors pour autant, dans le cadre d'un voyage touristique sur 2-3 semaines, c'est pas forcément évident de faire ces sites-là. Donc dans ce cadre-là, pourquoi pas, mais au niveau des kangourous, on en voit partout en Australie, c'est vraiment pas un souci. Les koalas, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a vraiment des endroits où, là par exemple sur la Great Ocean Road, si vous vous rendez près d'Apollo Bay, vous allez avoir la possibilité à quelques kilomètres d'observer des koalas vraiment très 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 facilement, et ça serait tellement dommage de les voir dans un zoo. Ouais, c'est exactement ça. Il y a peut-être un zoo, moi en tout cas si j'allais en Australie, j'irais voir ça, c'est le zoo de Steve Irwin, qui se trouve alors pour le coup plus vers le nord-est, fait pas vraiment à Brisbane, hein, encore un peu plus haut. Et Steve Irwin, alors toi qui aimes l'Australie, tu le connais forcément, est-ce qu'il y a deux mots à dire sur lui? Parce que c'est comme un Australien que tout le monde connaît. C'est vraiment une légende en Australie. Bon, il est maintenant aujourd'hui décédé malheureusement. Mais c'était vraiment une légende, c'était un grand protecteur en fait au niveau de la faune et de la flore. C'est un animateur de télévision. Il est propriétaire en fait de l'Australia Zoo, qui est dans l'état du Queensland. Euh, c'est un personnage qui restera, je pense, un petit peu toujours dans les mémoires en Australie, du fait de ses émissions, parce que c'est vrai qu'il a marqué beaucoup, beaucoup de monde. Le parc, alors moi je ne l'ai pas fait, je connais des personnes qui l'ont fait, ça peut être assez sympathique à faire, surtout pour ce qui peut de la partie crocodile, hein, parce que c'est des animaux qu'il est plus difficile d'observer en liberté.
Ouais, ou plutôt on n'a pas envie de les croiser. Ouais, justement, Voilà. alors, moi, la première fois que j'avais vu Steve Irwin, c'était aux États-Unis à la TV, et c'est vrai qu'il est très drôle, il était très drôle parce que il sautait sur les crocodiles, il avait toujours des serpents partout et tout. Un mec assez exceptionnel, et j'aimais bien le message derrière ses émissions. Donc voilà, ça peut être le coup éventuellement de passer par là-bas. Mais bon, on était à Melbourne, et du coup, on est de nouveau à quelques milliers de kilomètres de là où on devrait être. On a parlé des Grampians aussi. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Alors les Grampians, justement, en fait, c'est vraiment à proximité de la Great Ocean Road. C'est un vaste massif en fait qui est dans l'état du Victoria. Donc au bout de la Great Ocean Road, on peut y accéder très facilement et je conseille vraiment d'y aller faire un tour, surtout pour ceux qui aiment la randonnée et la grimpe, hein, parce que c'est vraiment un spot vraiment parfait pour ça. Il y a une petite localité en fait qui s'appelle Halls Gap, hein, où il doit y avoir 200-300 habitants. À partir de ce point-là, en fait, il y a plein de chemins de randonnée qui partent des environs. On peut y passer quelques jours et camper. Il y a vraiment de quoi visiter. C'est surtout un site d'art aborigène très important dans le sud de l'Australie. Ouais, d'ailleurs, c'est là qu'il y a ces grottes où on voit les traces de mains sur les murs, là. Tout à fait, ouais, ouais. C'est très très riche à ce niveau-là. Il y a un centre culturel d'ailleurs que vous pouvez visiter si vous vous rendez sur place, qui est très sympa. On apprend beaucoup sur la culture aborigène et l'histoire aborigène. Ok, intéressant. Moi, en tout cas, ça me dirait d'aller voir parce que c'est spécial. Et surtout parce que la première fois que j'ai vu ça, c'était dans Picsou. Alors quand même, voilà. Ah oui, 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 on a chacun, chacun nos références, tu vois. Après tout, c'était un voyageur aussi, hein, Picsou. c'est un voyageur aussi, ouais. Voilà. Alors, ok, intéressant. Donc, pas mal de trucs à faire à Melbourne. Un bon point d'atterrissage pour ensuite pouvoir aller un peu de tous les côtés. Sydney n'est pas si loin que ça. Alors, quand même, 800-900 km. Alors Sydney n'est pas si loin que ça. Pour autant, au niveau du trajet, ça représente quand même un petit peu de route. Si tu souhaites y accéder, il y a un trajet en van qui peut être très sympa. C'est de partir donc de Melbourne jusqu'à Sydney en voiture en longeant la côte, donc la côte sud-est. C'est un trajet qui n'est pas vraiment très mis en avant dans les guides. Et pourtant, il y a des zones qui sont vraiment magnifiques et très sauvages. Le côté est de Melbourne est très sympa. Il y a Phillip Island, Wilson's Promontory, les Gippsland en continuant en fait cette route vers Sydney. On est à peu près à 800 km, 850 km, je dirais. Donc il y a quand même un petit bout de route, mais ça se fait vraiment très facilement. Ok, alors ça se fait facilement. On suit la côte, on arrive à Sydney. Alors là aussi, hein, une ville dont on l'a tous vu dans plein de films avec l'opéra et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire, encore une fois, si on y va quelques jours? Parce que bien sûr, je pense que tu peux y rester des mois en visitant tout ce qu'il y a à visiter. Sydney, je dirais que pour quelqu'un qui va y aller, qui va aller en Australie, qui a 2-3 semaines, Sydney, en 2 jours, je pense que c'est suffisant. Sydney reste une ville, c'est une très belle ville. La baie est magnifique. C'est vrai qu'on y va surtout pour l'opéra, l'Arbour Bridge, qui sont vraiment les emblèmes de cette ville. Ça reste à faire, je pense, quand même si je suis pas vraiment fan, disons, du côté ville en Australie, c'est pas ce qui est le plus intéressant pour moi. Sydney, par contre, reste un bon spot pour visiter les environs. Il y a des balades qui démarrent de Sydney, en fait, par exemple, jusqu'à Coogee, qui sont très très sympas à faire et qui sont pas difficiles, en plus, qui sont très accessibles. Les Blue Mountains, qui sont à proximité, qui se font aussi facilement sur 1-2 jours. Et en remontant vers le nord, il y a plusieurs parcs nationaux qu'on peut faire. Là, c'est pareil, on peut louer une voiture en fait pour la journée et aller se balader facilement dans les parcs nationaux environnants. Quand tu dis se balader dans les parcs, on peut facilement le faire, il n'y a aucun danger ou bien... Alors en Australie, si il y a dans les parcs nationaux, disons qu'il n'y a pas vraiment de danger très très important. Sur certains spots, il faut faire un petit peu attention aux serpents, parce qu'il y a des régions qui sont assez riches en serpents. Là, bah, c'est juste du bon sens, hein, faire attention un petit peu où on marche, surveiller un petit peu les environs et prendre les indications à l'entrée du parc surtout. Vérifier si c'est une zone qui peut être un petit peu plus à risque. Mais il n'y a pas vraiment de risque. Tu sais, les serpents, bon, il y a des serpents qui sont très dangereux en Australie, mais pour autant, c'est pas les populations qui sont les plus agressives.
Donc ils ont plutôt tendance à s'enfuir en voyant l'homme arriver, quoi. C'est surtout s'ils vont être surpris en fait, hein. Ouais, je crois que le truc, c'est toujours de faire du bruit en marchant, en discutant ou en tapant un peu des pieds. Et Voilà, puis c'est de se signaler, ouais. voilà, exactement. C'est des animaux, quoi. Ils sont pas là pour vous bouffer, ils vous attendent pas derrière un arbre. Non, mais c'est quand même très très rare. Moi, en me baladant un petit peu partout en Australie, sur tout le pays, j'en ai vu 2 fois, quoi. J'ai vu 2 serpents, donc c'est pas non plus. Ouais, c'est pas la mort, hein. Les Blue Mountains, du reste, ça a l'air assez intéressant. Est-ce que tu peux dormir dans ces parcs nationaux ou est-ce que tu dois toujours t'arranger pour sortir du parc au Non, soir? tu peux dormir dans ces parcs nationaux. Le tourisme est maintenant très organisé en Australie, donc tout est fait pour que les infrastructures pardon, soient présentes. Donc il n'y a pas vraiment de souci, ça va être soit une auberge, soit un campground, enfin un espace de camping en fait, pour pouvoir se poser. Les visites sont vraiment très très simples sur l'Australie, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on peut toujours se poser. Le top du top étant d'avoir un van pour pouvoir vraiment profiter du pays. Aussi parce que c'est le style de l'Australie, hein, le van. D'ailleurs, on va en parler dans les conseils pratiques à la fin. Tu m'as dit qu'il y avait un événement intéressant chaque fois qui rendait Sydney plus cher, et c'était les feux d'artifice du Nouvel An. Tu m'as dit ça vaut quand même le coup. Le Nouvel An à Sydney, ouais, alors après bon, on aime ou on n'aime pas. C'est un moment qui est quand même assez exceptionnel parce qu'il rassemble beaucoup de monde sur Sydney. Le feu d'artifice est tiré de plusieurs endroits en fait à travers la baie. Alors ça varie d'une année à l'autre, mais je dirais de 5 ou 6 spots en général. Il y a les bateaux en fait qui sont au mouillage dans la baie pour pouvoir observer le feu d'artifice. Et c'est vrai qu'il y a un côté quand même assez magique de pouvoir observer l'opéra, l'Harbour Bridge sous ce feu d'artifice. Mais c'est quand même un budget, ouais, comme on en avait discuté. C'est vrai que les prix deviennent à ce moment-là assez exorbitants. Donc soit il faut le planifier à l'avance, c'est-à-dire 3 4 mois à l'avance, réserver déjà les chambres d'hôtel avant qu'ils aient augmenté les prix. Donc ça permet de bénéficier d'un bon tarif. Ou autrement après s'arranger pour pouvoir dormir dans les environs et éviter un peu le centre de Sydney. Au-dessus de Sydney, on a Brisbane, on a justement les endroits un peu de surf. T'y as été? Alors Brisbane, j'y étais effectivement. Donc c'est tout. Brisbane, ça rassemble parce que maintenant ça va être quasiment accolé. C'est ce qu'on appelle la Gold Coast, hein, avec Surfer Paradise, avec toute cette bande en fait. C'est une succession de villes en fait qui commencent à se toucher les unes les autres et qui forment une bande. C'est une partie. Alors là, on est vraiment dans la partie très 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 touristique du pays, comme on peut l'avoir chez nous sur des grosses stations balnéaires. Donc on n'est plus du tout dans le côté sauvage le côté sauvage australien, pardon. Il faut aimer, c'est assez particulier. C'est pas une partie, moi, que j'ai vraiment adoré. C'est très bitumé. On a les Surfer Paradise, comme je disais tout à l'heure, tu as les immeubles, en fait, qui sont en bord de plage. Ce qui fait que tu te retrouves à une certaine heure, en fait, tu es sur la plage, tu es à l'ombre d'un immeuble, ce qui est horrible pour moi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que parce que c'est le surf et tout, c'est quand même sympa, mais est-ce que ça vaut pas plus la peine d'aller du côté de Perth, dans l'ouest, où tu m'as dit que c'était quand même un peu plus sauvage, plutôt que d'aller toujours à Brisbane, là où tout le monde va? Alors, si on parle vraiment en surf, c'est pas évident parce qu'il y a vraiment des très très bons spots de surf vers Brisbane et sur la Gold Coast. Il y a Snapper, Rainbow Beach. Il y a vraiment des spots qui sont très 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 connus. Des bons spots de surf, on en trouve quand même à plusieurs endroits en Australie, hein. Il y a donc cette partie-là vers Surfer. Tu en as aussi vers Sydney. Tu en as aussi vers Melbourne et sur la Great Ocean Road avec Torquay, Bells Beach. Le Western Australia aussi compte des très bons spots de surf. Donc pour le surf, quelqu'un qui est amateur en Australie peut vraiment se faire plaisir. Ouais, ok, mais ils peuvent se faire plaisir aussi en évitant ce côté peut-être bitume et puis 1000 personnes sur la même vague, quoi. Ah, par contre, c'est vrai, bon, pour le cadre, en tout cas, si on parle vraiment vague, ça reste des très bonnes vagues. Mais quand tu es à l'eau, c'est vrai que la vue est moins exceptionnelle. Je suis d'accord avec toi. Voilà, un endroit où tout le monde va, mais peut-être pas forcément le meilleur non plus, quoi. Non, j'y suis resté vraiment très très peu. Sur le moment, je l'ai un peu visité parce que c'est dommage à dire, mais je me disais il faut le visiter quand même, c'est à voir. Et en fait, c'est vrai qu'une fois sur place, bon, je n'ai pas perdu de temps. Je suis resté juste quelques jours sur le secteur et après, c'est vrai que j'ai bougé. Alors on va redescendre un peu dans le sud. Et puis Adélaïde, on va pas vraiment en parler parce que tu m'as dit que c'était pas franchement si intéressant que ça, parce que c'est une ville et puis que, voilà, que c'est pas forcément ton trip. Mais ensuite, le trajet Adélaïde-Darwin, qui pour le coup est tout au nord, est vraiment intéressant parce que là tu passes vraiment dans le bush, dans le désert et t'es vraiment au milieu de nulle part. Et il y a beaucoup de choses intéressantes entre deux. Alors est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Alors là, c'est vrai que c'est vraiment une partie du pays que j'ai beaucoup aimé. En quittant Adélaïde, donc on emprunte la Stuart Highway qui traverse tout le désert et qui remonte jusque vers Darwin. Sur la première partie du trajet, alors c'est un trajet qui fait à peu près 3000 km, hein, donc c'est quand même un gros trajet. À faire en van, c'est que du bonheur. Sur la première partie du voyage, en fait, il y a assez peu de choses à voir jusqu'à Alice Springs. Il y a Coober Pedy, qui est qui fait partie des plus grandes mines d'opale au monde, avec des maisons troglodytes en fait, donc qui sont enterrées parce que on arrive à 50-55 degrés en journée là-bas. Donc c'est creusé dans la roche. Une auberge de jeunesse, par exemple, si vous arrêtez à l'auberge de jeunesse de Coober Pedy, vous allez pouvoir dormir à 17 mètres de profondeur dans la roche, ce qui est assez troublant sur le moment. Et après, donc, la destination, c'est vraiment Alice Springs. Là, sur cette partie, c'est tellement désertique, c'est vrai qu'il y a vraiment peu de choses à voir. Arrivé à Alice Springs, là, on est au cœur du pays. Et ça va être en fait un très bon point de départ pour pouvoir visiter Uluru, Katajuta et Kings Canyon, qui sont le centre rouge australien. Alors on connaît tous Uluru, enfin on l'a tous vu avec ces grands rochers là. On en parlait en off hier. Moi je disais que c'était un peu surprenant parce qu'il me semblait que c'était vraiment le truc hyper touristique avec ouais, finalement des milliers de personnes autour de ce rocher. Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller voir ou bien est-ce que on se sent pas au milieu d'un supermarché? Alors, tout va dépendre des périodes. C'est vrai qu'il y a des périodes où il y a vraiment beaucoup de monde et c'est difficile à expliquer. Je dirais qu'on baigne un petit peu entre les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même m'arrêter sur cette partie-là, sur le centre rouge avec Uluru Katajuta. Il y a un musée aborigène aussi qui explique beaucoup de choses. C'est une partie qui est quand même, je pense, à voir. C'est pas forcément ce qui m'a le plus épaté. L'inconvénient, c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Le soir, il y a un coucher de soleil qui est magnifique en fait à voir sur Uluru. Et là, par contre, tu peux te retrouver baigné dans des bustes de touristes. Et là, c'est vrai que c'est pas génial. Nous, on avait le privilège d'être un petit peu écarté parce on avait un guide. J'avais pris un guide à ce moment-là. Donc, on était dans une zone où il y avait vraiment peu de monde, mais c'est vrai qu'on peut vite se retrouver noyé dans une masse de touristes. Il y a Kings Canyon à côté, enfin qui est pas très loin, qui pour moi est un petit peu plus sympa à faire. C'est un petit peu le Grand Canyon australien, on va dire, et qui offre vraiment des panoramas magnifiques. Et où là tu peux te sentir un peu plus en solitaire, on va dire, ou bien là aussi tu as beaucoup de monde. Alors il y a du monde, mais l'inconvénient d'Uluru en fait, si tu veux, il y a qu'une route en fait qui va mener à Uluru. Donc en fait, tu te retrouves sur des spots, différents parkings où tout le monde se pose. Donc tu as pas le choix, tu es obligé de rester un petit peu dans la masse sur Uluru à un moment. Tu fais le tour du rocher, tu suis les centaines de personnes qui sont autour du rocher. Kings Canyon, c'est une balade à travers le canyon, donc c'est déjà un petit peu plus aéré. Il y a moins cet effet de masse touristique, Ok, à mon intéressant. sens. Ouais. Petite question pratique, ces endroits-là, est-ce que tu payes pour y aller? Oui, il y a une entrée, oui, sur Uluru. Alors très honnêtement, là, j'ai plus le prix en tête, mais bon, ça reste accessible hein. Par rapport au coût pour y aller, c'est anecdotique, hein. Ouais, puis bon, ce serait quand même, enfin comme on le disait avant, c'est un peu bête d'aller là-bas en passant à côté, quoi. C'est pas. Ouais, je crois que je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça doit coûter 25 ou 30 dollars, donc c'est vraiment pas exorbitant. Ouais. On avait parlé d'un rocher sur lequel il fallait pas marcher ou pas, et je me rappelle plus le nom, mais c'est C'est dans les Uluru environs. justement. C'est justement Uluru, ce fameux monolithe rouge. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le truc par rapport aux aborigènes? Alors en fait, c'est un site classé. Enfin, alors, toute la partie en fait est classée. On est sur un site historique aborigène qui est pour le peuple aborigène en fait ancestral. C'est un lieu qui est sacré et donc il déconseille tout à fait donc la montée du rocher, qui est pour autant possible puisque les Australiens ont installé en fait un système de barres et de chaînes permettant de t'aider en fait pour grimper sur le rocher parce que la pente est quand même assez raide a priori, enfin vue d'en bas en tout cas. Et il y a beaucoup de monde qui grimpe. C'est très dangereux parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur cette partie-là. Donc c'est aussi conseillé pour ça.
Mais il y a, oui, ce gros problème, en fait, aborigène. C'est un des sites les plus touristiques du pays et c'est, pour les aborigènes, un des sites les plus sacrés. Donc il y a cette contradiction sur place qui est un peu étonnante. Ouais, et comme on le disait justement, alors aller voir, visiblement, ça pose pas problème. Maintenant, on en a parlé dans un podcast qui est censé sortir, être déjà sorti, du tourisme responsable. Et en parlant du tourisme responsable, on avait justement parlé de l'implication du voyageur et du tourisme dans son voyage. Et que justement, ben, après tout, si une communauté a décidé que cet endroit-là était sacré, ben, pourquoi marcher dessus? Enfin, pour moi, parallèle, c'est un peu de Oui, rentrer dans une mosquée avec les chaussures, ben, qu'on y croit ou pas, ben, de toute façon, voilà, il faut respecter. Et puis, je pense que ça fait partie des questionnements du voyageur moderne. Est-ce qu'il doit respecter ou non ces choses-là? Et moi, je suis pour le respect des traditions, justement, surtout que ça nous coûte rien, quoi. Monter sur un rocher, ouais, voilà, quoi. non, puis je pense pas que ça apporte vraiment grand-chose au final. Ouais, donc, message, ne montez pas sur ce rocher. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, très très attention, parce que c'est déjà, bon, comme on le disait, c'est un site qui est sacré. Et en plus, la partie en fait où on grimpe, en fait, l'accès jusqu'au haut du rocher est vraiment quand même très très dangereuse. Donc c'est vrai que dans tous les cas, c'est plutôt à déconseiller. Ouais. Alors, en parlant des aborigènes, tu m'as dit qu'il y avait un musée à voir. Est-ce que tu peux avoir contact avec ces gens-là? Comment ça se passe exactement? C'est très difficile en Australie, c'est un sujet qui est très très compliqué. Les aborigènes, on en voit très très peu. Ceux qu'on voit en fait, ceux que tout le monde voit sont en ville. C'est plutôt des personnes qui ont été exclues de leur communauté. Donc c'est souvent ils sont tombés dans la drogue, dans l'alcool, donc c'est pas très reluisant quand on les voit comme ça en ville. En dehors des villes, c'est très difficile de les voir puisqu'ils vivent un petit peu à l'écart, c'est des communautés et il faut souvent des permis pour pouvoir y accéder. Donc c'est pas toujours facile. Il y a très peu de chances de rencontrer vraiment des aborigènes, enfin dans une communauté aborigène. Il faut vraiment faire les démarches pour pouvoir y accéder. Ouais, là, je pense qu'il faut plutôt être journaliste ou des choses comme ça pour pouvoir y accéder, hein. C'est pas C'est n'importe qui peut le possible faire. après avec certains tours. Il y a des tours avec vraiment un très petit nombre de personnes avec des guides qui sont très bien. Mais c'est pareil, on voit un côté qui est un petit peu faussé puisqu'on a quand même le côté guide, quoi. Ouais, enfin, c'est toujours le même questionnement. Est-ce que ces musées-là, est-ce qu'ils sont honnêtes par rapport à l'histoire des aborigènes ou alors est-ce qu'on a soigneusement enlevé certaines exactions qui ont été faites? Parce que l'histoire est horrible en elle-même, hein. Ouais, alors moi sur tout ce que j'ai vu, parce que j'ai vu différents musées ou différents sites, pour résumer, c'est très très simple. On parle beaucoup de l'art aborigène, de la culture aborigène, mais en général on évite assez soigneusement les parties qui posent problème, hein. C'est-à-dire la colonisation. Ça, c'est un sujet que tu ne verras quasiment jamais ou très rarement parce que c'est un sujet qui est très tabou en Australie. Très, très, très tabou. Ils ont du mal, ils savent pas exactement comment le gérer. Les populations sont toujours pas insérées, enfin intégrées dans le pays, ces populations. Il y a toujours de gros soucis à ce niveau-là. Et c'est compliqué, quoi. Ils ont du mal à le gérer, ouais. Ouais, exactement. Mais enfin, ouais, bon, c'est intéressant, hein. Donc peut-être lire un livre d'histoire honnête avant d'y aller, histoire de se faire une idée un peu plus précise que dans les musées. Je pense, oui, que on a beaucoup d'articles, nous, par exemple, sur le site. Je pense que ça peut être à consulter et on apprend beaucoup, beaucoup de choses, ouais, sur l'histoire aborigène et toute cette culture et leurs croyances qui sont quand même assez intéressantes. Ça vaut le coup de s'y intéresser, ouais. Donc intéressant, tout le centre rouge. Là aussi, on y reste combien de temps? Parce que ça paraît immense, mais en même temps, on n'a pas forcément le temps d'y passer 3 semaines. Ouais, bah alors il y a très très peu de choses au final à faire, hein, parce que c'est donc Uluru, Katajuta, donc qui sont ces deux sites qui sont très très proches, qui sont à visiter avec Kings Canyon. Ça sur 2 3 jours, c'est faisable sans souci, hein. Donc c'est pas une des parties du pays qui va demander le plus de temps. Je dirais 4 jours maximum, hein. Et alors ensuite, une fois que tu as pris ton temps au centre rouge, tu pars sur Darwin, qui est pour le coup tout au sud. Alors là aussi, une ville. Est-ce que c'est une ville intéressante? Alors Darwin qui est tout au nord du pays, Ah oui, 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 c'est effectivement. Ouais. Adélaïde qui est au sud. Alors, j'ai bien la carte de l'Australie devant moi, mais sur le coup, j'ai eu une hésitation et entre les deux, j'ai choisi le mauvais. Oui, après en fait tu remontes. Bon, tout ce qui est cette partie, donc Uluru, Katajuta, en fait, se trouve au sud d'Alice Springs. Donc, quand tu montes d'Adélaïde, tu peux le faire en fait avant d'arriver à Alice Springs, qui est vraiment
le stop en fait sur la route qu'on peut situer à peu près au milieu en fait du trajet. Sur Alice Springs, c'est une petite ville en fait. Alors c'est un peu étonnant de voir cette petite ville je sais plus, c'est 30 000 habitants je crois, qui est perdue dans le cœur de l'Australie. Il n'y a pas spécialement grand chose à y voir, mais c'est un bon point de départ en fait pour repartir. Donc comme tu disais sur Darwin au nord du pays. Il y a plusieurs choses qui sont à voir le long de cette route-là, comme les Catherine Gorges. C'est un parc national en fait qui est sur la route, qui offre des randonnées. On peut se balader en kayak dans les gorges. Il y a plusieurs choses à y faire. Là où il faut faire attention, par contre, c'est à la période où on y va et essayer de partir très tôt le matin, parce que le problème dans ces secteurs-là, c'est les températures qui montent très très vite en journée à 40, 45, voire plus, selon les périodes. Donc en fait, tu fais comment? T'essayes de rouler matin, de t'arrêter quelque part où c'est climatisé pendant la journée, et puis de redémarrer en fin d'après-midi? Alors, c'est pas évident à caler parce que c'est vrai que ça dépend un petit peu des visites. Nous, on essayait en fait, parce qu'on était toujours en van sur cette partie-là, on essayait d'arriver en fait la veille sur le site en fin de journée pour pouvoir en fait partir très très tôt le matin se balader. Ouais, donc il va bien réfléchir ça, hein. Ouais, ça demande un petit peu quand même d'organisation. C'est vrai si on veut en tout cas que ça soit agréable et pas trop fatigant, parce que c'est vrai qu'au niveau de la chaleur, ça peut être vite usant. Ouais, 55 degrés dans un van, ouais, ça, ça doit être quelque chose, ouais. Et alors, ben voilà, tu remontes vers oui, le nord, je me trompe pas encore une fois. Et, et du coup, Darwin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Kakadu National Park. Alors là aussi, un endroit sympa, tu y as été toi aussi, hein. Kakadu, oui. Kakadu, c'est un parc national australien qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site qui est immense, qui est vraiment immense. Une très grande richesse au niveau de l'art aborigène. Et au niveau de la faune et de la flore, c'est évidemment très, 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 très riche. Ouais, alors là aussi, c'est pas un zoo, mais tu peux y voir des animaux, des plantes. Alors, beaucoup de crocodiles dans certains secteurs. C'est le côté un petit peu hallucinant de ce parc-là. Pour l'anecdote, moi, je me rappellerai toujours du moment où on s'est arrêté un soir donc, dans un campground, un espace de camping en fait, du parc, où tu avais une petite zone carrée qui était aménagée avec une petite toilette en bois dans un coin. Et tout autour de cette zone aménagée, tu avais des panneaux, en fait, attention, n'allez pas plus loin, crocodile dans les environs. Ce qui est autant dire, quand tu poses ta tente et qu'à 20 mètres, tu as ce panneau-là, c'est la nuit un petit peu, la première nuit est un peu compliquée, quoi. Tu te poses des questions. Ça peut être flippant, ouais. Mais je dis, en regardant les photos, ça a l'air d'être un petit paradis, cet endroit-là, quoi. Il y a des oiseaux magnifiques, il y a des plans d'eau, des cascades. Ça a l'air incroyable. Ça fait partie des endroits que j'ai adoré en Australie. C'est vraiment du bonheur, en fait. Il y a tout. Il y a les Jim Jim Falls, qui sont des grandes cascades. Alors le problème, c'est que il faut y aller à la bonne période parce que si on veut en profiter, il faut qu'il y ait assez d'eau. Donc il faut respecter certaines périodes pour pouvoir avoir une vue assez sympa. C'est pas forcément très très accessible parce que par contre il faut un bon véhicule 4x4, ce qui est, bon, après ce qui peut se louer, hein, c'est pas forcément le souci. Mais les Jim Jim Falls, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce que c'est les chutes d'eau de 200 mètres de haut. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. Donc la vue est vraiment impressionnante. Bah, c'est vrai que les photos sont vraiment magnifiques de ces cascades-là aussi, hein. C'est incroyable. Et là, du coup aussi, tu fais quoi? Tu prends un guide et puis tu passes plusieurs jours dans le parc ou tu vas un petit peu au petit bonheur la chance avec ton 4x4? Alors, au niveau du parc, alors on peut y aller sans 4x4. Certaines zones vont demander en fait d'avoir un 4x4, mais il y a une grande partie du parc qu'on peut faire sans 4x4. On avait un van tout à fait classique et on pouvait rouler. Il faut faire attention parce que par contre on est sur des pistes, on n'est pas sur des routes, ce qui est un petit peu de la tôle ondulée au niveau des routes. Je sais pas si tu vois un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ouais, je vois un peu, ouais. Donc il faut pas rouler trop doucement, sinon tu as l'effet boss qui est absolument désagréable, et pas rouler trop vite puisqu'on est quand même sur des pistes avec du sable, de la terre, donc on peut déraper, ça peut être dangereux. Donc c'est une partie qui est un petit peu... on a un peu l'impression que c'est vraiment la partie aventure du pays, quoi. Ouais, ça c'est génial, ça sonne bien ça. Et là aussi, tu as des endroits dans le parc où tu peux dormir? Il y a plusieurs endroits où tu peux dormir sans souci.
Il y a une entrée en fait qui est à payer pour pouvoir accéder au parc et après on peut se balader en fait librement dedans, rester plusieurs jours dedans. Il faut juste faire attention à la période puisque de novembre à mars-avril c'est la saison des pluies dans le nord et là par contre vous pourrez pas du tout profiter du parc puisqu'il sera quasiment pas accessible. Donc ça il faut y faire attention par contre si on veut visiter Kakadu. Mais un endroit à faire absolument, tu dirais. Ah oui, absolument à faire. Il y a des sites, il y a un site d'art rupestre, par exemple, à Youbir, qui est un peu dans le nord du parc. Il y a Nourlandji Rock. Il y a des sites vraiment qui sont exceptionnels aussi bien au niveau de la faune et de la flore, mais de la vue en fait qu'on peut avoir. C'est des plaines immenses. Et là, pour le coup, on baigne dans une nature sur des centaines de kilomètres, quoi. Ouais, c'est vrai que le parc est vraiment énorme. Et du coup, ensuite, tu peux ensuite, je pense, arriver à Darwin et puis partir de l'Australie depuis Darwin, ou bien... Oui, alors on peut après arriver à Darwin. Alors l'avantage, pardon, en Australie, c'est que du fait des distances, chaque grande ville a son aéroport, donc on peut partir et arriver à un endroit assez facilement. Ouais, parce que c'est souvent ça le souci quand tu organises ton voyage en Australie, c'est que tu peux pas commencer et arriver au même endroit en voiture parce que les distances sont beaucoup trop grandes. Et donc, du coup, tu utilises facilement l'avion pour aller d'un endroit à l'autre aussi. Alors la plupart des loueurs de voitures proposent de partir d'un endroit et d'arriver à un autre endroit. Ok. Ça, c'est possible. Donc, mais c'est vrai que le plus simple et surtout le plus rapide, c'est l'avion. Ça, c'est indéniable, du fait des distances. Je conseillerais plus, à la limite, en Australie, de faire disons peut-être des séjours plus limités au niveau du secteur géographique, mais d'en profiter et de le faire en van, parce que c'est ce qui va être à la fois le moins cher et le plus sympa, parce qu'on peut vraiment s'arrêter quand on veut et visiter ce qu'on a envie de voir, quoi. On n'est pas limité par l'avion qui va nous déposer d'un point A à point B, tout en survolant et sans profiter du secteur. Donc, du côté pratique, ouais, louer un van, est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce qu'on le fait depuis ici ou bien est-ce qu'on en achète un quand on arrive? Alors, tu peux le faire ici. Le mieux, je pense, c'est quand même d'être sur place. Enfin, on peut réserver à l'avance, mais sur place, c'est vrai que c'est quand même pas mal parce que ça permet de prendre toutes les infos nécessaires. Acheter un van, c'est possible, mais il faut quand même là rester un certain moment dans le pays parce qu'il faut compter le temps de le vendre après pour partir. Donc, c'est un petit peu plus délicat après l'achat du van. Si c'est juste pour un voyage touristique de quelques semaines, ça me paraît très compliqué à faire. Pour plusieurs mois, oui, il n'y a pas photo. Si vous partez plusieurs mois en Australie, si vous avez le budget, c'est vrai que ça vaut le coup d'investir dans un van, puisque du coup, il n'y a plus d'histoire de logement. Vous avez une liberté totale. Vous trouverez facilement du monde pour monter avec vous et pour aller visiter n'importe quel site touristique. Donc en plus, au niveau du partage de coûts, c'est très intéressant parce qu'on peut voyager vraiment à pas cher, là. Ouais, ok. Et tu disais justement, alors, on parle souvent voilà, de rencontrer des gens et tout ça, mais où est-ce que tu retrouves ces voyageurs avec qui partager ton van ou qui peuvent éventuellement te prendre avec eux pour traverser le pays? Comment est-ce que tu trouves ces gens-là? Le plus souvent et le plus simple, c'est les auberges de jeunesse qui comptent en fait tous les voyageurs dans chaque secteur. Il y a par exemple des tableaux d'affichage pour des petites annonces dans les auberges de jeunesse. Il y a souvent des dizaines d'annonces. Il suffit de passer un petit coup de fil, on rencontre la personne et le lendemain, il est tout à fait possible qu'on soit dans le van et déjà parti sur la route. C'est vraiment très très simple. Il y a des sites après spécialisés aussi qui existent, des sites internet. C'est intéressant ce concept-là. Enfin, des fois, on le voit à la télé, justement, ce côté, on y va au petit bonheur la chance, et puis ça marche toujours. Et l'Australie, c'est un peu emblématique à ce niveau-là. Et toi, tu l'as vécu en vrai, donc en vrai, c'est vraiment possible de le faire. Ah, c'est vraiment possible, hein. Sur le trajet, moi, que j'ai fait donc pour Adélaïde-Darwin, j'ai fait la première partie Adélaïde, Alice Springs en van. Et la deuxième partie, je l'ai fait en van aussi, mais avec d'autres personnes. Quand je suis arrivé à Alice Springs, j'ai visité le centre rouge. Je voulais repartir très très vite parce que j'avais pas grand chose à faire à Alice Springs. J'étais sur la fin du voyage, donc je voulais quand même en profiter un maximum. Et là, en une journée, en fait, j'ai fait le tour de toutes les auberges de la ville. J'ai téléphoné à tous ceux qui avaient laissé des annonces et le lendemain, j'étais dans un van en direction de Darwin. Donc ça peut aller très très vite, ouais. C'est excellent. Et tout ça en sachant l'anglais, je pense, quand même, ou même pas. Pardon, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que tu savais l'anglais quand tu étais en Australie? Au niveau du parler, tu veux dire, de l'anglais? Ouais, voilà. Alors l'anglais, quand je suis arrivé, c'était vraiment quand même une catastrophe parce que
il était très très scolaire et l'anglais scolaire quand tu arrives en Australie, bah, je te permets pas de te débrouiller beaucoup, quoi. Tu as le langage de base en fait, enfin le vocabulaire de base. Après, ça vient très très vite dans le pays parce que, à part si tu restes avec des Français pendant ton voyage, parce que forcément tu pourras pas progresser, mais autrement ça vient très très vite, surtout quand tu. Alors moi j'étais là-bas pour un petit moment, donc j'ai travaillé, donc c'est vrai que c'est surtout quand j'ai commencé à travailler que mon anglais a plutôt explosé, ouais. Une question qui m'était venue, on en avait parlé, tu rencontres finalement plus de touristes ou de voyageurs que de vrais Australiens. Parce que si tu vas dans les auberges de jeunesse, t'es avec des voyageurs. Si tu trouves le van dans ton auberge de jeunesse, t'es aussi avec des voyageurs. Alors est-ce que c'est possible d'avoir un contact avec des vrais Australiens? Alors les vrais Australiens, oui, bien entendu, c'est possible de les rencontrer, mais c'est beaucoup plus difficile. Je dirais que comme dans tout pays, bah, tu vas les rencontrer au pub. C'est un petit peu le point de rencontre. Dans les auberges, automatiquement, oui, c'est vrai que il y aura que des étrangers. C'est un peu comme chez nous, hein, de toute façon. C'est vrai que les Australiens connaissent très très mal leur pays, mais comme les Français connaissent très très mal la France, ou les Suisses aussi connaissent peut-être très très mal la Suisse, on prend pas le temps de visiter ce qu'on a à côté de chez nous. Et bah, eux, c'est un petit peu pareil. Donc c'est vrai qu'on les voit moins sur tous ces sites touristiques, et surtout ils sont baignés dans la masse, donc c'est très difficile de détecter un Australien au final. Donc tu vas les voir, oui, quand tu seras en ville, au pub, ou alors quand tu vas commencer à travailler, là par contre, oui, tu vas vraiment baigner, ouais, dans la vie australienne. Ouais. Ok, et ils sont sympas, ils sont assez ouverts. L'Australien est très sympa, c'est très relax, hein, c'est le côté no worries, pas de soucis, ça tu l'entends à tout bout de champ en Australie. C'est des gens qui sont très agréables. Si tu as un souci, c'est ce que je retiendrai surtout, si tu as un souci sur la route, c'est dans la culture du pays, du fait des distances, tu trouveras toujours quelqu'un qui va s'arrêter dans les 10 minutes. C'est assez impressionnant. Nous, on s'est fait dépanner par des gens qui étaient adorables. On ne te laissera jamais sur le bord de la route en Australie. Mais ça, c'est dû un petit peu au pays et à l'histoire du pays. Ouais, puis je pense que c'est dû aussi au fait que si tu te plantes sur la route et que personne t'aide, tu peux mourir, quoi. Hein. C'est pas... Ah oui, oui, du fait des distances. Bon, sur les grands axes, il n'y a pas vraiment de soucis, hein. Sur les grands axes, c'est pas un problème. Maintenant, on peut faire des trajets en Australie où, sur des centaines de kilomètres, tu vas emprunter que de la piste. Et bah là, t'as pas le droit à l'erreur, quoi, parce qu'il faut prendre de l'eau, il faut prendre de l'essence. Si tu rates la station, tu es certain que tu n'en trouveras pas une autre à proximité. Et sur ces routes-là, il y a personne, il y a très très peu de personnes qui circulent sur ces pistes. Donc après, il faut être bien équipé, il faut avoir un GPS, un téléphone satellitaire. Et là, il y a plus de risques. Sur les grands axes, il y a quand même une circulation qui est assez conséquente, donc les risques sont pas très élevés. On avait juste envie de faire une petite parenthèse parce qu'il y a plusieurs reportages télé. Il y a cette vidéo qui a fait un peu le tour du monde sur le racisme australien envers les Français. Et bah, on en rigolait un peu parce qu'on se disait que voilà, ce qu'il y a dans les médias, on sait qu'il faut croire à peu près 10% et encore diminuer par 2. Et puis on a une chance de savoir la vérité. Toi, comment tu l'as vécu? Alors même si ça fait quand même quelques années. Alors, moi, en tout cas, sur toute la période où j'y étais, c'est bizarre, mais je me suis jamais en fait senti vraiment comme un étranger tout le temps. Alors, quand j'étais sur Melbourne, hein, parce qu'après j'étais en voyage, c'était un peu différent. Mais j'ai passé 6 mois sur Melbourne, vraiment posé à travailler, habiter sur Melbourne. Et là, j'ai vraiment eu aucun souci. J'ai toujours été bien accepté. Les gens étaient plutôt curieux, posaient des questions. Il y a toujours aussi les vieux clichés qui reviennent avec la France, la mode, la gastronomie, toutes ces choses-là. Donc ça permet quand même, malgré tout, malgré les clichés, d'engager quand même un semblant de conversation. Et non, j'ai vraiment eu, moi, aucun souci. Je les ai trouvés super agréables. Ils m'ont toujours rendu service quand j'en avais besoin. C'est vraiment un pays que je conseille à une population qui est plutôt super sympa et plutôt relax. Enfin, on l'aura retenu, c'est toujours des vidéos buzz, hein, c'est comme ça que les médias fonctionnent, mais la réalité peut être tout autre. Puis c'est vrai que, enfin, en même temps, c'est vrai que dans certains reportages, on voit certains Français ou Européens qui vont en Australie simplement comme dans beaucoup de pays, simplement pour se bourrer la gueule, il faut le dire. Hein. Et c'est vrai qu'à ce tarif-là, on peut comprendre que les Australiens apprécient pas trop ce genre de population. Mais ça, c'est un autre sujet, on va dire. Ouais, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ça existe aussi. Il y a beaucoup maintenant de jeunes qui partent comme tu disais, ouais, pour le côté un peu fiesta et qui par moments vont pas forcément être respectueux, ça c'est pas spécialement, c'est pas spécifique aux Français, hein, c'est valable pour toutes les nationalités de toute façon. Mais du coup, oui, par contre, c'est vrai que
ça peut rejeter une image un peu plus négative sur les touristes et sur certaines nationalités par moment. Ouais. Ouais, enfin voilà, c'est à nous, voyageurs aussi, de faire changer ça en se comportant comme il faut, comme si on était chez nous. C'est ça. Quoique certains, vu comme ils se comportent chez eux, il faut peut-être qu'ils changent, mais ça c'est encore un autre sujet. Alors justement, peut-être les 3 endroits qui t'ont le plus marqué dans ton voyage d'une année en Australie. Les 3 endroits, donc je dirais Kakadu, automatiquement. Le sud-ouest dont on parlait dans les débuts, le sud-ouest donc du ouest de l'Australie, en dessous de Perth, dans le Western Australia. Et après, je dirais plus largement l'état du Victoria, parce que j'ai du mal en fait à donner un site particulier. C'est très riche, il y a beaucoup de choses différentes, et en étant très accessible autour de Melbourne, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur une journée. Donc je dirais, oui, ces 3 zones-là, c'est ce qui a été le plus sympa. Maintenant, bon, les classements, c'est vraiment difficile à faire. Ouais, tout à fait, mais ça semble sympa en tout cas. Kakadu, moi, j'ai flashé dessus dès que j'ai vu la première vidéo, c'était vraiment sympa. Alors, on profite aussi de parler parce que on va dire, tu n'es pas un voyageur comme les autres, puisque tu as un site, ou plutôt vous êtes 2 à avoir le site Australia Australie, qui est extrêmement bien fait avec un design magnifique qui est là depuis peu. Est-ce que tu peux nous parler du site et de ses particularités ? Alors le site a une histoire qui est assez longue quand même. En fait, effectivement, on est 2 sur le site. Il y a Christian et moi. Christian qui en fait a visité l'Australie dans les années 87-88. Autant dire qu'il y avait très très peu de touristes à ce moment-là, parce que c'était déjà rien que le billet d'avion était hors de prix. Il y a passé à peu près 2 mois et demi. Il était reparti après. Il y est repassé quelques années après pendant un tour du monde. Et en fait, il a monté un site sur l'Australie en 98. Alors là, c'était vraiment les débuts d'Internet en France. C'était un petit site sur une plateforme gratuite, et le site est devenu réellement Australia Australie en 2002. Donc au final, là, on va être, cette année, on va être sur les 15 ans en fait, hein, ce qui est déjà pas mal pour un site Internet. Et ce site rassemble beaucoup de choses en fait. On a beaucoup d'articles, beaucoup de dossiers, un forum qui est assez conséquent. Et moi, ce site, en fait, je l'ai connu quand j'ai préparé mon voyage, parce que j'allais dessus en tant que simple membre pour organiser mon voyage. Et à mon retour d'Australie, après, j'ai rejoint l'équipe en fait au niveau de la modération pour leur donner un coup de main et gérer tout ça. Alors, moi, ce que je trouve génial, c'est la qualité des articles. Alors, comme tu dis, c'est des articles qui se sont construits avec les années aussi, avec des gens qui sont vraiment en Australie, qui écrivent. C'est très bien écrit, c'est très bien imagé. Moi, je pense qu'en utilisant rien que ton site, on peut parfaitement préparer son voyage pour l'Australie. C'est génial, les articles comme ça. C'est assez rare aussi sur le domaine du voyage, hein. Alors, c'est vrai qu'on a toujours privilégié le contenu et l'information provenant de gens qui sont sur place, sur le terrain. Ça permet d'avoir un article qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus pointu, d'avoir toutes les petites astuces, les prix, les bons endroits où aller, les endroits à éviter. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir des photos qui sont assez exceptionnelles sur certains articles. On en a vraiment qui sont doués au niveau photo, et c'est vrai que du coup, on peut vraiment, oui, tu peux tout à fait organiser ton voyage pour l'Australie. Là, il nous manque vraiment très peu de choses. Il y a encore des articles puisque le pays est immense et on aura toujours à dire dessus. Mais sur les grands sites touristiques, oui, on peut tout à fait organiser son voyage sur le site. Ouais. Tu as aussi une section spéciale pour le Working Holiday qui est très très bien fait avec les informations pratiques, le pas à pas pour obtenir son visa. Ça aussi, c'est génial, c'est pratique et c'est très très simple. Oui, c'est très très simple. En fait, on a la volonté en fait sur le site quand on l'a refait, ça a été d'offrir 2 portails. Un portail dédié au tourisme puisque c'est vraiment un sujet, et un portail dédié au WHV puisque c'est aussi un sujet à part entière. Donc le WHV qui est le visa vacances-travail qui permet de partir 1 an ou 2 ans en Australie. On a une communauté qui est assez importante maintenant sur le site puisqu'on a plus de 40 000 membres. Donc ça commence à être assez conséquent. Et c'est surtout là en fait qu'est la richesse du site, puisque sur les forums on échange beaucoup, tout le monde donne ses petites astuces. Il y a des personnes qui prennent le temps de conseiller. Par exemple, vous voulez partir 2-3 semaines, vous allez avoir des personnes qui vont vous faire un itinéraire et qui vont vous dire non, là ne va pas là, tu vas perdre ton temps.
va plutôt ici, tu vas pouvoir voir ça, ça et ça, et tu pourras en profiter beaucoup plus. Ouais, moi personnellement, je suis un fan des forums, que ce soit surtout sur l'audio, j'apprends énormément sur les forums parce que ça reste un contact humain, même si on utilise une interface PC pour communiquer entre nous, et c'est génial, et le fait d'avoir autant de membres, ouais, ben voilà, t'as toujours les conseils dont tu as besoin. C'est vraiment génial, et c'est joli de faire ça. Je dis, ça doit prendre un paquet de temps, mais c'est magnifique. Le côté sympa, en fait, c'est que tu as tous les avis, parce que le problème du tourisme, à mon sens, c'est que tu vas par exemple aimer un site que moi je ne vais pas aimer et inversement. L'avantage du forum, c'est que ça permet d'exposer tous ces points de vue et après on les fait en connaissance de cause. Ouais, voilà, exactement. Donc, si vous avez envie de connaître l'Australie, de toute façon, en tapant Australie sur Google, vous allez presque fatalement arriver sur votre site. Est vraiment excellent, allez-y. Et n'oubliez pas aussi de participer, c'est ça le but des forums, hein. Pas seulement demander de l'aide, mais aussi donner ses petits conseils. Participer, échanger, ouais. Voilà, exactement. Alors, en tout cas, merci beaucoup Cédric d'avoir pris ce moment avec moi. C'était vraiment ouais, génial. L'Australie, ça fait rêver. Je pense que ça continuera à faire rêver. Et merci de nous avoir donné quelques petits conseils. Merci à toi, Jonathan. On a passé beaucoup de temps au final à préparer tout ça et à discuter. Et c'est un sujet qui est assez vaste et écoute, c'était un plaisir. Si tu souhaites reparler d'Australie, il n'y a pas de souci. Ah ben, ce sera sans problème et avec grand plaisir. À part, comme on disait hier, le problème que j'ai, c'est qu'à parler de voyage et de pays magnifiques avec tout le monde, je ne tiens plus en place. C'est horrible. Et ça sera de pire en pire, je pense, parce que la longue série des podcasts risque de continuer, donc il va falloir prendre ton mal en patience. Ou gagner à l'euro, au million et aller voyager indéfiniment. Mais comme je joue pas, j'ai peu de risques, il faut dire. Mais... Allez, on se dit à la prochaine et merci encore d'être passé sur VoyageCast. Au revoir, Jonathan. Qui paie toute cette installation? Le gouvernement, l'institut? C'est pas donné ces machins-là. J'ai payé de mes deniers la plus grosse partie. Vous voulez rire? Non? Vous êtes riche? Ouais. Riche comment? Moi personnellement ou ma famille? Ça n'a pas de sens. C'est vrai, on paie un gars comme vous pour observer les requins? Bah... ça n'a pas de sens non plus qu'un aquaphobe joue les insulaires. Vu de l'eau, c'est une île, mais quand on est dessus, c'est la terre ferme. Ah, par contre, voilà qui est censé. Merci d'avoir écouté VoyageCast, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller faire un tour en Australie avec Cédric. On reviendra sur l'Australie, comme je l'ai dit, dans un prochain numéro, ce sera dans quelques mois. C'est un peu difficile à vous dire quand, j'attends que la personne revienne d'Australie pour en parler. L'extrait audio que vous entendez au début du podcast est celui du film Sanctum de James Cameron. C'est un film très intéressant inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée en Australie, dans des grottes, mais qui a été filmé au Mexique dans une cave qui s'appelle la cave Oswallo, si je prononce bien, et qui dans le film est censé se situer en Nouvelle-Guinée dans les fabuleuses grottes de Essa Ala. Autant dire un bon micmac comme c'est le faire Hollywood pour ses locations de films, mais c'est vraiment un film très sympa, l'image est absolument magnifique, il a été tourné en 3D, la 3D bien sûr pas beaucoup de monde à la télévision, par contre si vous avez l'occasion, achetez ou louez le Blu-ray, la qualité est absolument magnifique, il y a des noirs extrêmement profonds. Il faut savoir que c'est un film qui a été fait par des passionnés vraiment de spéléologie et c'est ce qui donne cet aspect hyper réaliste et parfois assez dur, il faut l'admettre, dans certaines situations. Et en même temps, il y a toute la technique de James Cameron avec ces noirs extrêmement profonds, ces grottes absolument magnifiques. Le dernier décor, il y avait 7 millions de litres d'eau pour faire cette dernière scène et c'est donc vraiment très impressionnant. Et puis bon bref, James Cameron, on aime ou on n'aime pas ce qu'il fait, mais en tout cas au niveau image c'est absolument magnifique et ça vaut vraiment la peine de regarder. Vous aurez certainement reconnu le deuxième film qui est beaucoup plus mainstream on va dire, qui est celui de Dents de la Mer, qui a été fait par Spielberg en 1975. Alors pourquoi il est dans Voyage 4 sur l'Australie? Alors c'est un peu pour les requins mais pas vraiment, c'est parce que les scènes sous-marines ont été filmées en Australie, le reste a été filmé au Massachusetts ou en Californie. L'endroit où se situe le film dans le film est censé être Amity Island, qui est une ville qui n'existe pas et une île qui n'existe pas. Mais voilà, c'était intéressant de le savoir. Et puis c'est un film très intéressant à voir. Si vous avez l'occasion d'ailleurs, peut-être pour ceux qui aiment un peu le cinéma dans le sens un peu plus profond, profitez de voir Duel, qui est le premier téléfilm fait par Spielberg avant
Les Dents de la Mer, et puis vous verrez qu'il y a énormément de parallèles à faire entre ces deux films, et c'est vraiment très intéressant de les voir l'un après l'autre, surtout si vous aimez le cinéma, et puis vous intéressez un peu comment la technique est faite. Alors voilà, puisqu'on n'est pas une émission de cinéma, je vais arrêter de vous parler de ça, mais vraiment aller regarder, en tout cas Sanctum, c'est vraiment un film intéressant. Les Dents de la Mer, on va dire que la majorité des gens le connaissent déjà. Ceci dit, il y a des très belles éditions Blu-ray qui sont sorties dernièrement et qui donnent vraiment toute justice à ce film magnifique. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, si ce n'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres épisodes de Voyage Cast qui sont déjà sortis. On a parlé de l'Afrique, on a parlé de beaucoup de pays d'Asie, on a parlé du voyage en autostop, du voyage spatial. N'hésitez pas à revenir dans les plus vieilles émissions, elles sont aussi tout aussi intéressantes, que le pays en lui-même vous intéresse, ou alors que vous ne connaissiez pas ces pays. On a parlé du Sri Lanka par exemple, un pays fort méconnu et qui pourtant s'avère être extrêmement intéressant. Le Zimbabwe, la même chose, un pays dont on entend peu parler, qui pourtant a de belles perles à nous offrir. Les épisodes suivants, vous vous en doutez, sont déjà enregistrés. Dans le prochain, nous parlerons du service volontaire européen. Qu'est-ce que c'est? Qui peut le faire? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça va certainement intéresser les gens qui ont entre 18 à 30 ans, puisque c'est le moment pour lequel on peut aller en service volontaire européen. C'est une bonne alternative au voyage. Ça permet de bosser pour des projets intéressants et puis de connaître d'autres cultures. Vraiment, si ça vous intéresse, eh bien c'est dans 2 semaines. Le prochain qui arrivera dans un mois, nous parlerons de l'Argentine, un podcast qui a été enregistré directement à Buenos Aires. Donc vraiment un truc très intéressant, très complet. On va parler d'Ushuaïa, de l'Arctique, enfin bref, de plein de sujets très intéressants. Et le prochain, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, a été enregistré avec Annick Marie, la globe-stoppeuse, que vous êtes certainement beaucoup à connaître. On a parlé du voyage solaire en vélo solaire, un peu d'autostop, un peu de voyage comme ça. Ça va être un podcast aussi très intéressant. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller sur Internet et puis de taper le Sun Stoppeuse, sauf erreur. Vous tombez sur son site et puis vous pourrez en apprendre un peu plus. C'est une aventure qui va commencer, sauf erreur, début mai. Donc vraiment à suivre en direct sur Internet. Pour ce qui est du reste sur Voyage Cast, je vais vous dire qu'il y a du lourd à attendre, autant au niveau du podcast que des invités. Je vais pas vous en dire plus, il faut teaser un peu, comme ça vous serez obligé de revenir. N'oubliez pas non plus de passer sur le blog, j'essaye de sortir des articles plus ou moins intéressants. Ceux qui sont sur la Suisse sauront vous intéresser, que vous ayez envie d'y passer pour faire un tour, ou que vous soyez vous-même suisse. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas en Suisse, et ça vaut parfois la peine d'en parler. Sinon, Twitter, Facebook, voilà, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous saouler avec ça. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes si vous ne voulez pas rater un épisode de Voyage Cast. Notez 5 étoiles si ça vous fait plaisir. Je dois dire que je ne suis pas très fort pour mendier, donc faites-le si vous avez plaisir à le faire. Sinon, on s'en fout. Rien à dire d'autre. Sinon, que je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes pendant les 2 prochaines semaines. On est tous en train d'endurer les dernières semaines, j'espère, de l'hiver. Voyage Cast, on va essayer de vous amener un peu de soleil dans les prochains numéros. Et puis, ciao, bonsoir.